Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la big review de WWE WrestleMania 41 qui a eu lieu la nuit dernière et encore la nuit d'avant. Voilà, c'est le grand moment de se poser tranquillement, c'est le jour de Pâques, parfait, on est tranquille, c'est férié. C'est le moment idéal de se poser donc pour faire cette double review, hein, on va dire, avec évidemment plein de choses à évoquer. Je procéderai évidemment comme d'habitude en termes de notes, d'évaluation, etc. Pour ceux qui me connaissent un petit peu ma chaîne. Sans plus attendre, hein, je vais vous parler déjà un peu du bilan que j'ai fait de ce pay-per-view. Voilà, le visuel avec les notes globales de chaque nuit et puis la note générale, je dirais, de l'ensemble des deux nuits. Voilà, je procède comme ça maintenant, deux notes pour chaque nuit, enfin une note pour chaque nuit et une note globale. Et donc un commentaire déjà un peu général. C'est parti pour le poster, le voici. Voilà, donc la nuit 1, donc N1, la nuit 1, 3,25 et la nuit 2, donc 3 étoiles et demie. C'est assez compact, avec une toute petite préférence, vraiment très légère pour la nuit 2. Alors c'est pas forcément une moyenne mathématique, mais j'ai tranché et la note globale donc de WrestleMania, 3 étoiles 25 finalement. Une édition de Mania globalement décevante, je dirais, et c'est un euphémisme. Deux nuits qui bizarrement ont été le négatif de l'autre. La nuit 1 ayant démarré laborieusement pour finir d'une façon bien plus digne avec du grand cinéma, et une nuit 2 qui a démarré, je dirais, tambour battant, hein, sur la lancée de la fin de la nuit 1, pour petit à petit venir sombrer vers la médiocrité. Au final, et pour la première fois même depuis que Mania est sur deux nuits, j'ai pas eu de de nette impression qu'une nuit avait été bien meilleure que l'autre. Hein, même si, comme vous pouvez le voir là, bon, il y en a une qui est légèrement mieux notée, mais en tout cas, l'écart entre les deux nuits n'a jamais été aussi faible depuis 2020, et c'est déjà un premier constat à faire, hein, conséquence peut-être aussi d'une carte globalement assez équilibrée entre les deux nuits. Beaucoup de déceptions, hein, et d'impressions que certains matchs avaient le niveau weekly et n'avaient pas leur place sur la plus grande scène du monde. Ça a ronronné, hein, sur un trop gros nombre de matchs, et je n'ai malheureusement que trop peu eu l'occasion de m'enflammer, même si c'est arrivé un petit peu, hein, et j'en parlerai bien évidemment. Comme à chaque fois que Mania a lieu sur la façade ouest des États-Unis, on a le droit à des shows en pleine journée, et c'est une chose que je n'ai jamais véritablement appréciée. Moi qui ai toujours préféré les shows dans une arène fermée et qui ne laisse pas passer la lumière du jour, ou au pire en plein air, mais au moins quand il fait nuit. Ça, c'est vraiment très personnel. Et ça aussi, même si c'est plus secondaire, ça ne m'a pas aidé à vraiment apprécier ce Mania. Concernant les entrées, je le dirai plusieurs fois, mais on dirait que tout a été mis sur les costumes et qu'en termes d'entrée et de mise en scène, cela aura été fort minimaliste, hein, pour la quasi-intégralité des performeurs. Là aussi, je le déplore et ça ne me donne pas l'impression d'avoir assisté à WrestleMania. L'émotion m'a globalement manqué, hein, sur les deux nuits, la plupart des résultats ayant été assez prévisibles, je trouve. Quelques événements marquants, certes, mais qu'on a largement senti venir, je pense aux deux main-events, hein, respectifs. Bref, deux shows qui n'avaient pas le niveau Mania, mais plus celui d'un B-show. Pas assez de bangers et trop de matchs niveau weekly. Ça n'a pas nourri son homme, et pour la première fois depuis un moment, et c'est désormais officiel, WrestleMania ne sera pas le pay-per-view de l'année 2025 du côté de la WWE, hein, ni la nuit 1, ni la nuit 2, hein, donc c'est dire si la déception est grande. Hein. Voilà, donc comme d'habitude, donc je vais vous présenter d'abord le graphique de la nuit 1, hein, donc les notes de la nuit 1, ainsi que ensuite l'analyse globale de chacun des matchs qui la composent. Après, je présenterai les notes de la nuit 2, et de la même façon, j'analyserai les matchs qui composent cette nuit 2. Voilà, donc je vous remercie déjà par avance de votre écoute et de votre bienveillance, hein, toujours, c'est très important. On va y aller tranquillement, donc avec le graphique de la première nuit, le voici donc. Donc je rappelle la note 3 étoiles 25 pour la nuit 1. Et donc les notes, Jey Uso contre Gunther, 3 étoiles 25. New Day contre War Raiders, 2,75, le moins bon match de la nuit 1. Cargill Naomi, 3 étoiles. Fatou LA Knight, 3 étoiles et demie. El Grande Americano Phoenix, 3 étoiles 25, Stratton Flair 3 étoiles et demie, et enfin le meilleur match de la nuit 1, le main event entre Rollins, Voldemort et Roman Reigns, 4 étoiles et demie. Donc voilà, donc les notes qui sont en dehors du main event, hein, qui sortent vraiment du lot.
les notes sont quand même pas ouf, hein. C'est des notes de Weekly ou de Bichot, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein. Voilà, donc on va commencer, on va aller dans l'ordre, hein, bien sûr, des matchs, hein, comme d'habitude, donc de cette nuit 1, et on va commencer donc par l'opener, hein, qui avait été annoncé, donc on savait que ça allait être ce match, et il s'agit de Jey Uso contre Gunther. Match comptant pour le World Heavyweight Championship détenu par Gunther, bien évidemment. Alors, avant de parler du match, hein, le thème de Triple H, hein, qui se lance, alors que Triple H était déjà dans le ring, hein, j'ai trouvé ça bizarre. Le choix de mettre ce match en opener n'est pas surprenant, hein, je l'indiquais justement dans ma vidéo prono, hein, pour moi c'était le bon choix. C'était à prévoir. Des entrées qui sont pas folles, hein, pour les deux hommes, donc je m'attendais plus à quelque chose de plus ambitieux que ça, hein, notamment pour Jey Uso. Pour Gunther, c'était ultra minimaliste, hein, aucun effort non plus. Très clairement, voilà, j'ai pas eu l'impression qu'on était à Mania, hein, au moment où ce match a démarré. La première prise de contact met du temps à se faire, hein, ça me gêne déjà. On est censé avoir affaire à un Jey serious business et en mode sauvage, après ce que Gunther avait fait à son frère. Il aurait dû lui rentrer dedans, hein, à la place. Le near fall après le coup de ceinture marche pas trop mal. Je me suis dit que Gunther pouvait alors gagner et mettre une grosse clim juste après ce coup de ceinture. Barrett est juste dans ses commentaires, hein, en notant le fait que Jey utilise des prises de Gunther qu'on ne lui voit pas faire habituellement, hein, comme la lariat, la German suplex et la powerbomb. C'était même la partie, je dirais, la plus intéressante du combat, hein, j'ai trouvé. Le public embarque plutôt bien dans ce match, hein, mais la fin m'a pas mal refroidi avec un spear de Jey, 3 Uso splash et surtout une quatrième et dernière prise habituellement portée par Gunther, à savoir le slipper, à l'issue duquel Gunther va juste taper en l'espace de 3 secondes seulement. C'est juste tout sauf crédible. Jey Uso est tout sauf connu pour être un maître en soumission, hein. J'ai même pas de souvenir de l'avoir déjà vu porter une prise de soumission ces dernières années. Et là, il arrive à faire taper en seulement 3 secondes quelqu'un comme Gunther, qui est un habitué des soumissions, en particulier le slipper qu'il est justement en train de subir. Je comprends bien l'idée, hein, de faire goûter à Gunther sa propre médecine, hein, et celle en tout cas aussi que son frère Jimmy a reçu, mais c'est surtout en termes de crédibilité que j'ai eu beaucoup de mal. On a tenté tant bien que mal de protéger Gunther dans la défaite avec cet enchaînement de prises sans la moindre réaction de sa part, mais ce finish reste pour moi assez anticlimatique. J'aurais préféré que Gunther pass out, hein, plutôt qu'il ne tape, car c'est encore moins crédible ainsi. Bref, un 3 étoiles 25 pour cet opener qui ne me hypait pas des masses, hein, pour les raisons déjà invoquées dans mes dernières vidéos. Le fait de le mettre en opener me confortait dans l'idée que Jey allait gagner, hein, à la manière d'un Rollins-Lesnar à Mania 35. Un problème de construction aussi avec un Jey pas assez enragé au vu du build-up et de ce que Gunther a fait à son frère. Un public enflammé, certes, qui a plutôt bien réagi aux différents near falls de ce match et à la victoire de Jey en elle-même. Une narration pas inintéressante avec Jey qui emprunte diverses prises de Gunther pour le prendre à son propre piège, mais un Jey pas assez enragé à mon goût, un investissement personnel en plus qui était déjà aux fraises depuis la victoire de Jey au Rumble, et une fin pas crédible du tout, font de ce match un match de niveau weekly et rien de plus. Comme je le disais, la VVE a décidé de faire le pari de Jey Uso au Rumble, un choix business qui peut se comprendre, même si je ne le cautionne pas du tout. Alors à partir de là, fallait qu'ils assument leur choix jusqu'au bout, hein, et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, il ne faudra pas pleurer si le règne de Jey est aussi monotone que celui de Kofi Kingston, avec des défenses de titre fades au possible, des promos répétitives et les 3 mêmes moves durant les matchs, hein. Maintenant, je prie pour que ça dure moins que les 6 mois de Kofi et que ça n'aille pas au-delà de SummerSlam, hein, car la blague passe déjà mal auprès de moi depuis sa victoire au Rumble. La présence de Jimmy post-match est sympa pour l'émotion, mais franchement de mon côté, désolé, hein, l'émotion n'y est pas, et ce sera pareil, hein, lors du Raw post-Mania, même avec la plus belle entrée possible. Moment feel good pour certains sans doute, mais pour moi c'est déjà une hit absolue, hein, si je puis m'exprimer ainsi, et puis pour reprendre le titre de la vignette que j'avais faite lors de ma review, hein, du Rumble. On va passer maintenant au match suivant. New Day contre War Raiders, 2 étoiles 75 pour la note. Là aussi, on aborde un match qui ne m'hypait pas des masses au vu de son build-up plus que minimaliste. Les entrées furent aussi justement très minimalistes pour les deux équipes, hein. On a eu du cosplay et rien d'autre. Domination des New Day pour commencer, avec un travail pas inintéressant autour de la nuque d'Eric, hein, qui avait été longtemps blessé sur cette partie-là. Ivar, une fois dans le ring, tente comme il peut d'embarquer un public qui avait de toute façon décidé d'être indifférent depuis le départ.
La fin de match est franchement pas bonne. Kofi fait tomber Ivar sur leur tentative de War Machine et les New Day en profitent avec leur Daylight. Donc du coup c'est plus le Daybreak, de ce que je comprends, c'est le Daylight. Donc porté sur Ivar et Woods va faire le pin sur Ivar avec la jambe d'Ivar retenue à l'extérieur par Kofi. Un grand classique du catch, qui est similaire par exemple au Rick Rude Ultimate Warrior de Mania 5 avec Bobby Heenan dans le rôle de Kofi. Est-ce que c'était fait exprès? Peut-être parce qu'effectivement on constate que on célébrait entre guillemets les 26 ans de la mort de Rick Rude ce dimanche. Donc est-ce que c'était un clin d'œil? Je n'en sais rien. Il n'y a pas que ce match qui a eu le même finish. Mais on va dire que c'est un finish de Mania, donc c'est un finish dont on se souvient. Donc en tout cas ça y ressemblait beaucoup. En tout cas voilà, c'était un finish très feignant dans un match de niveau weekly, torché en 9 minutes seulement. Voilà comment je pourrais résumer les choses. Autant je suis pas surpris de la victoire des New Day que j'avais pronostiqué, autant je suis plus surpris par ce finish qui laisse clairement entendre que la rivalité n'est pas terminée. Donc on va dire que ça permettra au moins de jouer la montre en attendant de renforcer peut-être la division tag de Raw et de lui redonner de l'émulation, car il faudra préparer la concurrence une fois que le New Day aura remporté pour de bon leur rivalité face aux War Raiders. Je pense notamment à Fraxium, qui viennent de perdre leur titre à Stand and Deliver et qui ferait énormément de bien, je pense, à la division tag de Raw. Voilà, donc pas grand chose à dire sur ce match. Un match torché, sans investissement, public indifférent, finish fainéant et un prolongement de rivalité dont je n'avais même pas spécialement envie. Bref, c'était un match qu'on aurait pu avoir à Saturday Night Main Event, vu son scénario ultra old school et son résultat plus que prévisible, dans un match plus que terne. Si au moins Biggie avait pu faire une apparition surprise pour venir y mettre son grain de sel, on aurait pu avoir un joli WrestleMania moment surprise qui aurait pu réveiller tout un stade et sauver un petit peu la mise. Un match qui donne aussi encore plus de regrets quant au fait de ne pas avoir eu les titres tag de SmackDown défendus à Mania à la place de ce match, au vu d'un effort bien plus conséquent donc, pour les mettre en avant en opposition à la grande fainéantise dont ils ont fait preuve du côté de Raw, surtout après ce finish à nouveau anticlimatique de SmackDown la veille, qui n'a servi qu'à repousser l'échéance, donc avec un TLC match assez excitant et programmé la semaine prochaine, qu'on aurait franchement préféré à Mania à ce qu'on a vu ici. Bref, 2,75 pour cette croûte qu'on aura vite oubliée, ça c'est certain. Match suivant, Jade Cargill contre Naomi, 3 étoiles pour la note. Alors autant le build-up m'avait globalement plu, autant l'affiche en elle-même me faisait très peur, en particulier à cause de la capacité de Jade Cargill à assurer dans un match solo à Mania devant 60 000 personnes, qui plus est face à quelqu'un comme Naomi qui est loin d'être une Ferrari dans un ring. Content d'entendre enfin un nouveau thème, Heel, pour Naomi, car j'attendais ça et on ne pouvait clairement pas continuer avec son thème et son entrée précédent. Je suis aussi surpris du style musical que j'aurais davantage imaginé rap R&B plutôt que métalleux, mais ce n'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Bel effort vestimentaire et au niveau changement de personnalité, on ne peut pas le nier. L'intro de Cargill avec le bulletin météo m'a quelque peu déconcerté. J'ai même mis du temps à comprendre qu'il s'agissait de son intro là. Je pensais que c'était une pub. Sinon l'entrée en elle-même était très classique, rien à signaler de spécial, et si ce n'est encore un changement de coiffure pour Cargill. Au moins, Jay Cargill va rentrer direct dans l'art de Naomi, chose que justement Jey Uso n'a pas faite contre Gunther et qui m'avait manqué personnellement. Naomi reprend ensuite l'avantage avec un joli X-Factor, puis un blockbuster tous deux portés à l'extérieur. Mais là encore, le public n'est pas des plus investis. L'espèce de jackhammer là, de Cargill pour venir contrer Naomi était plutôt pas mal réalisé et a eu le mérite d'un peu réveiller le public. Le contre en follow slam est aussi bien réalisé. Finalement, les contres de Cargill sont, je dirais, la chose qui aura vraiment bien fonctionné en termes de réaction. Finalement, Cargill, j'ai l'impression que c'est un peu à l'image d'une story, vous savez, c'est un moment qu'on prend là sur quelques secondes et ça fait son buzz, ça fait son effet. Par contre, si vous prenez ça sur la durée et sur plusieurs minutes, là ça devient beaucoup plus chiant. Donc Cargill en fait c'est un instant, c'est un move, c'est un truc impressionnant de quelques secondes et là ça fait de la réaction. Mais sinon faut pas que ça dure plus longtemps joli bulldog de Naomi depuis la troisième corde, c'était pas mal. Le dégagement de Cargill sur le split-legged moonsault de Naomi sentait déjà venir la fin d'ailleurs pour Naomi, puisque c'est quand même son finisher. Le powerbomb de Cargill avec Naomi qui était assise sur ses épaules était cool, mais je trouve bizarre d'ailleurs que Cargill n'ait pas tenté le tomber suite à cela, préférant assurer le coup derrière avec un Jaded.
Voilà, bon, bah, à ce moment-là, bon, Jaded, hein, c'est finish déjà ultra protégé. Donc là, personne ne s'en dégage. 1, 2, 3. Victoire de Cargill, donc totalement prévisible dans un match que je qualifierais poliment de potable. Au moins, ils n'en auront pas trop fait en termes de durée, hein, 9 minutes 20, hein, donc soit à quelques secondes près la même durée que le match précédent. Et ne vaut mieux pas que ça dure trop longtemps, donc comme je le disais avec Cargill, hein, dans un match en solo. Quant au match, bon, il y a eu quelques tentatives de nous éblouir avec quelques moves sympas et qui auront eu le mérite de faire réagir un public globalement assez atone. Il y a ce côté attraction avec Cargill qui fait que bah, lorsqu'elle réalise un contre ou bien soulève son adversaire, on sent que quelque chose va se passer et le public frémit quelque peu. Hein. Donc c'est voilà, c'est le côté story là. Et c'est l'une des seules bonnes choses que je ne peux pas enlever à Cargill. La fin m'a paru quelque peu confuse, donc avec ce joli powerbomb retourné, mais ce petit cafouillage, avec cette impression qu'elle voulait tenter le tomber, mais qu'elle s'est rapidement aperçue que ce n'était pas comme ça que devait se terminer le match, même si en soi, ce powerbomb aurait largement pu faire l'objet d'un tombé. Hein. Le match est certes globalement propre, il n'y a pas d'énormes botches à signaler, et le match aura bénéficié de la durée adéquate, mais il garde encore le même good weekly que les deux matchs précédents. Et c'est bien ça le problème, alors que nous sommes ici à Mania, sur la plus grande scène du monde. Mis à part l'entrée en matière où j'ai vu une Cargill qui est tout de suite rentrée dans le lard de son adversaire, je n'ai plus par la suite l'impression d'avoir vu quelqu'un qui avait réellement envie d'en découdre, malgré l'agression plus que sévère hein, qu'elle a subie et qu'il a mise sur la touche pendant un long moment. Je n'ai pas retrouvé la Cargill enflammée que j'avais appréciée lors de son retour au Chamber. C'était ça que j'avais envie de voir, et c'est dommage de ne pas l'avoir revu dans ce match. Voilà pourquoi je ne pourrais pas donner plus de 3 étoiles à ce match, finalement assez sage, malgré quelques sympathiques fulgurances. Le pouce de Cargill est lancé, hein, on l'attendait, hein, j'espère qu'on ne la mettra pas sur le titre tout de suite, hein, le titre suprême, car ce serait une grosse erreur. Et puis vu les interactions avec Belair à SmackDown, je pense qu'il y a moyen de raconter quelque chose qui permettrait de jouer la montre tout en essayant de faire progresser Cargill du mieux possible, même si cela s'avère déjà un pari plus que compliqué à relever. Hein. On va passer maintenant au match suivant. Jacob Fatu contre LA Knight, donc pour le titre des États-Unis détenu par LA Knight. 3 étoiles et demie pour la note. Là encore, niveau entrée, bon, il n'y a rien de transcendant. Hein. Solo accompagne Fatu. Il est désormais relégué au second plan dans cette New Bloodline et c'est mieux ainsi. Et il se barre. Voilà, donc on verra si ça peut avoir des petites incidences par la suite parce qu'il ne l'accompagne pas. LA Knight va arriver en Maserati, donc ça ressemble un petit peu plus à une entrée maniaesque, mais ça reste quand même très 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 sage, minimaliste encore dans l'ensemble. Le contre du BFT par Fatu en début de match, c'était plutôt pas mal pour impressionner son adversaire. Le pop-up Samoan Drop qui suivra sera pas mal non plus. Joli crucifix driver à une main hein, de la part de Knight, hein, presque semblable à un arm drag, comme le dira Michael Cole. Un move que l'on voit rarement exécuté hein, de cette manière. Joli German suplex de la troisième corde porté par Knight hein, par la suite. Plusieurs coups de fesses dans le coin, suivi d'une belle Swanton Bomb de Fatu, mais kick out de Knight. Un public partagé au vu des chants hein, Let's Go Fatu et LA Knight, hein, c'est normal hein, puisque les deux hommes sont finalement tous les deux over. C'est alors qu'intervient un move hallucinant à l'issue duquel j'ai bien cru que le match serait terminé avec cette tentative de moonsault de la troisième corde classique hein, de la part de Fatu, mais contré magnifiquement par un BFT de LA Knight. Le timing était parfait, le spot était vraiment incroyable et digne de Mania. Voilà, ça c'était un Mania moment. C'était même, ma première vraie réaction depuis le tout début du show. Fatu se sauvera hein, en allant saisir la corde qui était près de lui. Certaines personnes dans le public y croyaient, elles se prenaient même la tête à deux mains. Superbe réaction du public, hein, ce move a clairement servi de déclic dans ce match et l'a élevé à un niveau supérieur avec pas mal de chants de soutien à l'égard de Fatu à ce moment-là. Senton très original de Fatu sur le dos de Knight qui était déjà lui-même couché sur le turnbuckle. Là aussi ce fut un move original. Il enchaîne alors avec un Samoan Drop depuis la deuxième corde, suivi de 2 top rope moonsault. 1, 2, 3. Jacob Fatu devient donc le nouveau champion des États-Unis, donc sous une belle réaction du public. On verra même Haku, from out of nowhere, venir le féliciter, tel un Zakaria Noah. Venu féliciter son fils à ce moment-là à Roland Garros 83, hein, ça m'a fait un peu penser à ça. Alors c'est pas son père, hein, mais dans l'esprit ça m'a fait penser à ça. Quant à l'évaluation, c'est le premier match de cette nuit 1 de Mania qui m'a provoqué quelques émotions.
avec un Fatou toujours aussi bien portrayé comme un homme dangereux, et un Knight qui aura été plus intéressant que d'habitude, je trouve, dans un match en 1 contre 1, proposant quelques moves flashy, en particulier donc ce BFT from out of nowhere, absolument incroyable, qui va marquer cette nuit 1, je pense, et qui aura vraiment permis à ce match de monter en régime, chose qui semblait justement nécessaire à ce moment-là du match. Fatou n'a plus qu'à finir le job en fin de match, toujours aussi à l'aise, spectaculaire dans les airs. Victoire prévisible mais méritée de Fatou. Le gars est over et aura des choses intéressantes à raconter avec Solo dans les semaines et les mois à venir, je pense. Avec pourquoi pas une défense de titre US entre les deux à SummerSlam. Match qui m'a semblé aussi moins weekly-esque que les 3 précédents. Il était vraiment temps que cette nuit 1 de Mania prenne son envol. 3 défenses de titre et déjà 3 nouveaux champions. Là aussi, c'est tout de même une tendance forte en ce début de Mania. 3,5 donc pour ce match, plutôt chouette dans l'ensemble, et même spectaculaire par moments, avec de belles réactions du public. Pour moi, le contrat est rempli, car je ne m'attendais pas à un 4 étoiles, quoi qu'il en soit. Pas un match niveau pay-per-view du Big Four, certes, mais pas niveau weekly non plus, donc plutôt un combat, je dirais, de pay-per-view secondaire. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. El Grande Americano contre Rey Fénix et non pas Rey Mysterio. Malheureusement, oui, Rey Mysterio s'est blessé à l'aine à SmackDown juste la veille de Mania. C'est quand même vraiment, vraiment pas de bol et un énorme coup dur, surtout à 24 heures de Mania. Forcément, on pouvait s'attendre à voir Rey Fénix ou Dragon Lee venir le remplacer, et c'est en effet Rey Fénix qui l'a finalement remplacé. Annonce faite par Rey Mysterio lui-même durant le pré-show. Un pré-show lui-même marqué par cette annonce plus qu'inattendue, et qui n'avait fait l'objet d'aucune rumeur, à savoir le rachat de la AAA par la VVE, avec l'annonce d'un Worlds Collide NXT AAA le 7 juin prochain. Annonce très étonnante, et je me demande franchement ce que cela apportera dans les mois et les années à venir, vu que la Lucha Libre est déjà pas mal à l'honneur chez VVE, en espérant ne pas revoir leur méga campion actuel, que j'appellerai aussi Voldemort pour l'occasion, vous voyez de qui je parlais. On a pu voir notamment El Hiro del Vikingo, dont le nom a d'ailleurs déjà été raccourci par la VVE, donc maintenant c'est Vikingo, présent en pré-show, mais aussi non loin du ring, donc avant le match. Il portera même un coup de pied à El Grande Americano avant le début du match, puisqu'il a été provoqué par Americano. C'est la grande star de la AAA, il y a de grandes chances de le voir de façon régulière à la VVE assez prochainement, surtout après la fin du match, on en reparlera. Bon, en tout cas, même si l'affiche est modifiée, l'affiche reste belle et le pronostic demeurait très difficile à faire, et j'avoue que j'ai beaucoup hésité jusqu'à la fin pour faire ce prono. 2 entrées assez sages, à nouveau, même si j'aurais plus d'indulgence concernant Phoenix, au vu des circonstances. Après le BFT de dingue de LA Knight, ma deuxième pop de la soirée viendra dans ce match, après cet hallucinant 450 Moonsault Senton d'Americano depuis la 3e corde. Un move absolument grandiose, hallucinant, que je n'avais vraiment jamais vu dans le passé. Le ralenti est même magnifique. Les commentateurs ont eu bien du mal d'ailleurs à déterminer le rayon exact, mais je rejoindrai davantage Wade Barrett sur le 450. Comme on aurait pu s'en douter, Americano va à nouveau tenter de tricher en remettant un morceau de métal dans son masque, comme il avait pu déjà le faire à Raw. Phoenix va lui porter un coup de pied en pleine figure, mais va avoir mal au pied, donc en conséquence de cette pièce métallique, ce qui annonçait forcément un ankle lock à venir, l'une des prises fétiches de Chad Gable. Sauf que, malheureusement, c'est le drame, si je puis dire. Gros problème de cohérence, et c'est là l'avantage de revoir les shows une deuxième fois de façon plus concentrée, car je n'avais pas vu en direct, mais Americano va porter ensuite son ankle lock non pas sur le pied droit, mais le pied gauche de Rey Fénix. C'est bien dommage, car c'est tout de même assez grossier comme erreur. Et ce ne sera pas mieux ensuite, puisque Phoenix ne vendra pas le moins du monde, ni le pied droit blessé initialement, ni la cheville gauche travaillée à l'instant par Americano. Bon, ça c'est quand même pas terrible. Nouvelle utilisation ensuite de la plaque de métal avec un headbutt porté en plein vol sur la tête de Phoenix. S'en suivra alors un très beau diving headbutt, joliment porté par Americano pour le compte de 3, et toujours avec l'aide de sa plaque de métal, bien entendu. Par rapport au pronostic, j'ai eu raison malgré moult hésitations. J'avais dit Rey Mysterio dans ma vidéo prono, mais si vous avez écouté ma review, ma vidéo prono, pardon, plus j'avançais dans les arguments, et plus je me disais que finalement Americano pouvait gagner, notamment avec sa fourberie et le fait que sa gimmick avait un peu d'overness malgré son côté goofy et caricatural. Et c'est là-dessus que j'ai misé au final, me disant aussi qu'on pouvait prolonger l'affaire à minima jusqu'à Backlash,
Et le post-match va dans ce sens, puisqu'on verra Vikingo auprès de Phoenix. Et vu l'interaction d'avant-match avec Americano, on peut déjà s'attendre à un Americano contre Vikingo qui aurait tout à fait sa place à Backlash et qui aurait le mérite d'être inédit en évitant un rematch face à Dragon Lee ou Phoenix, tout en préservant un Rey Mysterio qui sera peut-être sur la touche pour une certaine durée. Qui aurait cru en tout cas que l'on verrait Vikingo chez VVE maintenant, quoi, en plein Mania, lui qui faisait encore des piges là chez ROH ou bien TNA il y a encore quelques mois de cela, avant sa blessure. Ça va vite le catch, ça va très vite. Alors, en tout cas, bon voilà, c'est quand même un catcheur très impressionnant. D'ailleurs, si vous avez eu l'œil durant mon intro, mes vidéos introductives, on voit Vikingo. Il est très impressionnant, il fait des moves que d'autres ne font pas. Malheureusement, il prend souvent un peu trop de risques, c'est un casse-cou et ça lui coûte forcément souvent des blessures. C'est un peu ça le problème, donc on verra. Je pense pas qu'il va freiner, c'est son style. Donc il est très impressionnant, certes, mais quand il se rate, il ne fait pas semblant, forcément. Mais voilà, si vous le connaissez pas, franchement, je pense que vous allez kiffer. Et là, j'espère qu'un Americano Vikingo aura lieu prochainement. Apparemment, c'est quand même bien parti. Bref, pour l'évaluation, évidemment, c'était pas un mauvais combat, surtout au vu de l'affiche proposée. C'était un peu du même tonneau, je dirais, que le Dragon Lee contre Americano qu'on a vu à Raw. Mais maintenant, je me demande si ce match avait réellement sa place à Mania, car il avait lui aussi tout lieu du match weekly, y compris dans son finish, qui à l'image du match tag ne conclut pas la rivalité, chose que l'on devrait voir davantage à Mania, justement, de conclure les rivalités. Deux finishes qui amènent possiblement à un nouveau match, donc à Backlash, vu que c'est souvent le cas à Backlash d'avoir des rematchs de Mania, donc quand je parle de celui-là et de matchs de tag aussi. Bref, le catch était propre et spectaculaire et agréable à regarder, mais je me pose tout de même des questions. Si Rey Mysterio avait pu catcher, aurions-nous eu le même finish? C'est ce que dit quelqu'un, j'ai vu qu'il y avait une news, alors est-ce que c'est vraiment une news, qui dit que le finish n'aurait pas bougé. Bon, est-ce qu'il faut le croire, on ne sait pas. Mais si c'est le cas, alors si c'était le même finish, je suis désolé, mais Rey Mysterio serait passé pour un idiot, puisqu'il a déjà eu l'occasion de subir la même tricherie à Raw de la part d'Americano, avec la pièce dans le masque. Prouvons alors donc du coup qu'il n'a pas trouvé de plan pour contrer ça. Par exemple, je sais pas, un masque rembourré. Ça rappelle AJ Styles, si vous vous souvenez, qui se prenait à chaque fois des low blows sur low blows de la part de Nakamura, sans jamais se dire qu'il faudrait peut-être qu'un jour ils mettent une coque la prochaine fois, quoi. C'est un peu pareil. Et dans le cas contraire, si nous avions eu un finish différent en la présence de Mysterio à la place de Phoenix, Mysterio aurait-il gagné en planifiant justement une contre-attaque, ou Americano aurait-il gagné quoi qu'il en soit, et de quelle façon à ce moment-là? Bref, beaucoup de questions qui ne trouveront peut-être jamais de réponse. Mais je suis content qu'au final, ils aient récompensé le travail de Gable, entrepris depuis déjà plusieurs années, en lui donnant une belle petite victoire à Mania contre un nouveau venu qui pourtant aurait cruellement besoin de victoire, même si on peut se dire aussi que cette récompense n'est pas offerte à Gable à visage découvert. Bon, ça c'est un peu dommage pour lui. On lui donne pas une gimmick facile à camper. Et il a réussi à en faire quelque chose de présentable et qui ne passe pas trop mal auprès du public. Donc pour moi, cette récompense est méritée, je suis content de ce résultat. 3-25, donc un match sympa, mais qui n'avait une nouvelle fois pas l'odeur de Mania, c'est bien ça le problème. Et en plus, ce gros problème d'erreur de pied, donc travaillé, doublé d'un manque de selling de Phoenix dans la foulée, cela fut vraiment pénalisant pour donner plus par rapport à la note. On va passer maintenant au match suivant. Tiffany Stratton contre Charlotte Flair pour le Women's Championship. 3 étoiles et demie pour la note. En termes d'entrée, on était un peu mieux par rapport à ce qu'on a vu avant, avec une entrée Barbie, dans une boîte de Barbie, là, très assumée de la part de Stratton, plutôt sympa. On passe de l'entrée Mattel de Stratton ensuite à l'entrée Attell de Charlotte, si je puis dire. Elle qui porte toujours donc une grosse attelle au genou consécutive à sa grave blessure, et elle arrivera non pas en Maserati, mais en Rolls-Royce cette fois-ci. On notera tout de même qu'elle porte des couleurs roses et bleues, qui font également très Barbie Girl dans l'esprit, et qui sont probablement là pour se moquer de son adversaire plus qu'autre chose, mais j'avoue que quand même durant le match, c'était pas toujours évident de les dissocier, avec leurs longues chevelures blondes et leur tenue assez similaire donc au niveau des couleurs, comme si on avait finalement deux partenaires d'équipe qui s'affrontaient, en quelque sorte. Finalement, l'hôtel aurait été utile pour les dissocier, c'est quand même l'avantage. Le début du match me convient car il est en conformité avec le récent dérapage qu'on a eu. Et là encore, la VVE est assez bonne pour rebondir sur des imprévus en les utilisant à leur avantage pour le bien de la feud, comme on a pu le voir la veille à SmackDown durant l'interview de Flair, de façon à donner l'impression que finalement tout était planifié depuis le début.
J'aime plutôt cette façon de faire, personnellement. C'est une bataille de chiffonnières à laquelle on assiste. Ça se roule par terre, là, au début, là, et ça fait limite shoot, mais un shoot contrôlé, certes, mais un shoot quand même. Bien plus tard dans le match, il sera intéressant de voir que Stratton va faire tomber Flair de la troisième corde, elle va alors mal retomber sur sa jambe gauche, blessée, sa jambe blessée. Stratton va alors tenter de capitaliser en travaillant cette jambe gauche comme Flair le ferait elle-même, tandis que Stratton n'est pas coutumière du fait dans cet exercice. On retrouve ici la construction du Jay Gunther, d'une certaine manière. Malheureusement, c'est là que j'avais un peu peur avec Flair, c'est qu'elle ne vendra pas du tout cet assaut, se remettant debout sans le moindre problème et s'emboîter pour à son tour s'attaquer à la jambe de Tiffany en l'écrasant contre le poteau. Là, pour le coup, c'est un gros carton jaune pour Flair, alors que jusqu'à maintenant, je n'avais pas grand-chose à lui reprocher depuis le début du match. Flair va alors enchaîner avec son figure four. Stratton réagira en frappant à nouveau le genou blessé de Flair, mais à nouveau sans le vendre. Elle se prendra ensuite un coup de bélier de Stratton à nouveau sur le même genou, et Flair va même contrer le Prettiest Moonsault Ever de Stratton avec ce deux genoux. Mais elle va contrer immédiatement Stratton avec un small package, natural selection de la troisième corde, approximatif ensuite, mais kick out de Stratton. Et après avoir vendu sa jambe vraiment quelques secondes, Flair ne la vend à nouveau plus. Voilà, encore une fois, elle s'oublie. Petit cafouillage ensuite entre les deux. Bon, c'est dommage. Et Stratton portera alors un Alabama Slam contre le coin, mais qui manquait d'impact. C'est dommage aussi. Rolling Senton, puis Prettiest Moonsault Ever. 1, 2, 3. Voilà. De façon finalement assez tranquille. Stratton conserve finalement son titre. Le finish m'a semblé quand même aussi quelque peu bancal. J'ai rien vu de décisif qui m'a fait dire que le match pouvait se finir à ce moment précis. C'est assez dommage. Stratton y laissera aussi une dent au passage, mais si c'est le prix à payer pour battre clean Charlotte à Mania, je pense que Tiffany s'en contentera largement. Par rapport au prono, j'étais resté sur Stratton finalement et j'ai bien fait. C'était vraiment compliqué de savoir qui allait gagner, mais je me suis dit que c'était bien de laisser le titre sur Stratton et que ça aurait paru cruel, je pense, de casser son momentum maintenant pour l'offrir à Flair sur un plateau d'argent. Finalement, ce qui m'aura le plus surpris, c'est non pas que Stratton gagne, mais que Flair perde clean, car dans ma vidéo prono, j'évoquais la possibilité que Stratton gagne, mais de façon controversée, histoire d'avoir un rematch à Backlash. Mais ici, il n'y a rien qui indique qu'un rematch aura lieu, sauf carabistouille scénaristique. Du coup, je suis curieux de voir ce qui se passera non seulement pour Stratton, mais aussi pour Flair, car je ne pense franchement pas judicieux de mettre Cargill sur le titre dès maintenant. Flair, quant à elle, aura peut-être une introspection à faire. Je ne sais pas du tout ce qu'il attend après Mania, en tout cas. Peut-être qu'elle va à nouveau redisparaître pendant plusieurs mois, on ne sait-on jamais. Quant à l'évaluation du match, je dois dire que l'impression laissée est mitigée plus, je dirais. D'où ma note tout de même correcte de 3 étoiles et demie, mais qui n'est pas au niveau d'un match de championnat du monde féminin à Mania sur la plus grande scène du monde. Stratton m'a plutôt rassuré et je trouve qu'elle a globalement bien suggéré l'énorme pression qu'elle avait à l'abord du plus grand match de sa carrière. Sa dent cassée, sa ténacité, ses prouesses athlétiques et son selling à la jambe plutôt soigné jusqu'à son move final font que la copie rendue m'a apparu globalement satisfaisante. J'ai vu aussi un match où l'envie d'en découdre était plutôt présente, ce qui va en accord avec la feud et les derniers segments tendus qu'on a vus lors du build-up. Flair, en dépit de critiques que l'on pourra formuler à son égard, a au moins su se coucher pour la bonne cause afin de mettre Tiffany over, et ça c'est une assez agréable surprise à noter. Maintenant, si le match me laisse une impression mitigée, c'est forcément que j'ai aussi des critiques à formuler. Tout d'abord, comme je le disais tantôt, le finish qui m'a semblé un peu flat, voire trop abrupt. Il m'a manqué l'élément clé qui me ferait dire que le match serait sur le point de s'achever. Sauf que là, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Autre critique, des problèmes de fluidité et des approximations par-ci par-là, notamment ce passage assez confus durant lequel on ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire là, c'était vraiment très brouillon. Le selling à la jambe donc de Charlotte m'a vraiment semblé bien insuffisant et elle s'est pas mal oubliée à ce niveau-là, chose que je craignais déjà avant le match. Oui, ce fut sans doute le meilleur match de Flair depuis son retour, et c'était quand même pas bien difficile, mais elle semble encore très loin de son prime, et on se demande même si elle va le retrouver un jour, même s'il est vrai qu'on ne se remet pas rapidement d'une telle blessure au genou. Bien sûr que Stratton est encore green et qu'elle a encore des progrès à faire, mais quand on a seulement 25 ans, et bientôt 26, et qu'on atteint déjà un tel niveau, alors qu'elle partait vraiment de très bas,
à NXT, c'est le moins qu'on puisse dire, bah, j'ai pas de grande inquiétude pour elle, et je pense que c'est ce genre de match contre des catcheuses établies comme Flair, comme Bayley, Becky, Belair, Rhea, Asuka ou bien Io Sky, qui lui permettront de grandir et de franchir encore un palier jusqu'à atteindre la caste prestigieuse de laquelle les filles que j'ai citées font déjà partie. 3,5, donc ça me semble donc une note juste pour évaluer ce match. De bons moves, une envie d'en découdre, une championne vaillante, mais oui, des petits problèmes de selling, des approximations et un finish un peu léger font que ce match ne peut pas atteindre 4 étoiles. Ce n'est bien sûr pas aussi catastrophique que ça aurait pu l'être, mais ce n'est pas non plus aussi sensationnel que ça aurait pu aussi l'être, et on n'est pas au niveau du Rhea Flair de Mania 39 ou du Sasha Banks oui, Bianca Belair de Mania 37, pour ne citer que ces matchs-là. Finalement, une affiche qui arrive peut-être un peu trop tôt entre une Stratton encore perfectible et une Flair loin d'être au sommet de son art. Si ce match avait lieu dans un an, par exemple, je pense que l'on aurait peut-être eu un match bien meilleur que ça, mais seul l'avenir nous le dira. Peut-être qu'on aura un rematch d'ici quelques temps. On va passer maintenant au match suivant. Seth Rollins contre Voldemort, contre Roman Reigns. Le fameux triple threat match, le grand main event de la nuit 1. 4 étoiles et demie pour la note. Très beau vidéo package d'avant-match, comme la VVE c'est généralement bien les faire, et qu'on avait déjà vu la veille à SmackDown, mais qui donne un peu plus de hype. Un Rollins en tenue noire, puis blanche par la suite, et avec un lance-flamme, façon The Rock, forcément ça disait peut-être des choses. La résurrection de Rollins, donc en quelque sorte, surtout en ce week-end de Pâques. Reigns, en revanche, arrive sans fioriture, et surtout sans Paul Heyman à ses côtés. Une entrée ultra basique, et seules les images de ses illustres ancêtres vaudront le détour durant cette entrée. L'entrée de Voldemort sera précédée d'un très beau vidéoclip sur son début de carrière à l'OVW. Son côté straight edge et le retour de Vince Fireburns, qui a dû faire du bien aux oreilles de tous les nostalgiques de la période NT1. Living Colour était là donc pour l'occasion pour jouer en live le thème de Voldemort, qui arborait sa mythique tenue jaune, qui fait écho à celle qu'il portait durant sa fameuse pipe bomb il y a 14 ans de cela. 2014-2025, 11 ans de labeur pour enfin arriver au main event de Mania. Voilà en gros le message véhiculé à travers cette tenue. Et comme promis, Paul Heyman accompagne Voldemort. Et honnêtement, lorsque je regarde le comportement de Heyman durant l'entrée, je sens quand même qu'une énorme douille est en train de se préparer. Le match a commencé avec Voldemort qui quitte volontairement le ring, laissant les deux anciens membres du Shield s'affronter. Voldemort semble tout de même assez confiant, tenant la Heyman par l'épaule, tranquillement. Mais dès que Rollins et Reigns ont commencé à se battre, il n'a pas pu résister à l'envie de se mêler à l'action. Le combat s'est rapidement déplacé à l'extérieur du ring, et même jusque dans le public, où Rollins a utilisé une poubelle sur Voldemort. Reigns plongera ensuite sur les deux hommes pour les surprendre, et lancera une bouteille de Prime sur le dos de Rollins. C'était pas un triple menace classique où un catcheur reste au sol pendant que les deux autres se battent. Là, c'était vraiment très animé entre les trois. Voldemort a réussi à porter un neckbreaker sur Roman et un DDT sur Rollins en même temps. Les trois trouvent des façons créatives de collaborer à un rythme effréné. Preuve en est avec cet énorme Doomsday Device de Voldemort sur Rollins qui était assis sur les épaules de Reigns. Énorme frog splash de Rollins de la troisième corde pour venir briser l'Anaconda Vice de Voldemort sur Reigns. Mais Reigns se dégagera à deux. Rollins s'endurcit en portant un buckle bomb à chacun de ses adversaires. Pedigree, non, on a failli l'avoir, pas de pedigree. GTS, on a failli l'avoir, mais non. Par contre, Spear de Reigns, oui, on l'a eu, et c'est Voldemort qui en fera les frais. Suivi d'un contre mythique, qu'on a déjà vu plusieurs fois de la part de Rollins, à savoir le Spear de Reigns, contré en pedigree par Rollins. C'est toujours un move cool à regarder. Rollins s'enchaînera même avec un stomp sur Reigns. Il va dégager Voldemort du ring. Là, il y a une grosse ouverture pour la victoire, mais Reigns va se dégager à deux, une nouvelle fois. Rollins a ensuite manqué un Phoenix Splash, c'est manger un Spear de Reigns, qui s'est lui-même fait contrer par un go-to-sleep de Voldemort dans une belle séquence, mais à nouveau, Reigns se dégage à deux. Ensuite, Rollins a porté un pedigree à Voldemort, mais ça n'a toujours pas suffi. Rollins a ensuite proposé à Reigns de refaire la powerbomb du Shield à travers une table sur Voldemort, mais Roman l'a frappé à la place, puis a powerbombé ses deux adversaires à lui seul sur les deux tables des commentateurs qui s'écrouleront à chaque fois. De retour sur le ring, Reigns a porté un spear à Rollins, mais encore un dégagement. Reigns appliquera une guillotine appuyée sur Voldemort, puis Voldemort à nouveau un Anaconda Vice sur Reigns, mais Rollins se reviendra dans le combat et appliquera un sharpshooter à Voldemort, tout en lui faisant un doigt d'honneur.
la fameuse prise de Bret Hart que Voldemort admire tant. Reigns reportera une guillotine sur Rollins cette fois-ci. Voldemort a porté ensuite un cup stomp à Reigns pendant qu'il tentait de faire abandonner Rollins, puis enchaîné avec un go to sleep sur Rollins, mais toujours pas de vainqueur. Rollins s'est dégagé à 2, tandis que la foule de Las Vegas devenait hystérique. Un GTS de Voldemort sur Rollins, suivi d'un spear de Reigns sur Voldemort, puis d'un curb stomp de Rollins sur Reigns, qui ont mis les 3 hommes au tapis. Le public est fou, là, tous les finishers se sont enchaînés, mais malgré tout, le match continue. C'est alors le moment choisi pour Paul Heyman, le moment d'intervenir, là, ça y est, il entre en action. C'était quand même le grand moment, moi, que j'attendais depuis le début du match, et je savais qu'il allait avoir un rôle décisif là dans ce match. Heyman hésite alors à donner une chaise à Voldemort ou à Reigns. On revit la scène entre Reigns et Lesnar. Hein. On croit alors qu'il va glisser la chaise là entre les deux, entre Voldemort et Reigns. Mais à la surprise générale, il va la tendre à Voldemort avant de lui infliger un low blow assez prévisible, trahissant ainsi son ancien meilleur ami. Grosse pop dans le public, hein, tandis que Reigns, là, qui était quand même pas content avant, là, tout à coup, il retrouve le sourire. Heyman nous joue alors la grande scène du dos, nous faisons croire qu'il a trahi Voldemort, la mort dans l'âme. Mais personnellement, je ne suis pas dupe, et le sourire retrouvé de Reigns va même me laisser deviner tout le scénario qui s'en suivra. Reigns détient la chaise et fracasse Voldemort avec, tandis que Heyman, là, il demande à Reigns de frapper Rollins à son tour avec cette chaise. Rollins est près des cordes, là il offre son dos, prêt à recevoir donc ce coup de chaise qu'il avait donné à Reigns pour briser le Shield, et que Rollins a reçu en sacrifice un an auparavant, il y a un an lors du main event de la nuit 2 de Mania 40, mais finalement, on sent venir le coup venir à des kilomètres. Paul Heyman a trahi Reigns avec un low blow bien appuyé, s'alliant avec Rollins pour choquer tout le monde. Rollins a alors pris la chaise pour frapper Reigns avec, puis apporter un dernier curb stomp pour décrocher la victoire. Le public est choqué, Heyman lève le bras de Rollins, l'alliance Heyman-Rollins teasée depuis 15 jours est désormais officielle. La fin d'une incroyable alliance de près de 5 ans entre Heyman et Reigns, qui restera dans l'histoire de la WWE quand même. C'est tout de même un sacré moment et on notera que Reigns prend à nouveau le pin un an après Mania 40. J'aurais plus misé sur Voldemort pour le coup, mais la victoire de Rollins me paraissait quand même faire sens au vu des récents événements survenus durant le build-up, malgré le fait que cela pouvait tout à fait être un écran de fumée. Pour le coup, on est resté sur un finish logique et prévisible, façon Triple H d'avant en 2025, si je puis dire, et non un finish donc à la sauce Triple H de 2025. Quant à l'évaluation du match, cela va sans dire qu'il s'agit de très loin du meilleur match de cette nuit 1, le seul véritable match digne d'un pay-per-view du Big Four, aussi bien dans la qualité in ring proposée que dans l'action, le storytelling, l'émotion et l'exécution du finish. Le match coche quasiment toutes les cases pour être le match of the year à la WWE cette année. Une forte intensité dramatique, digne des plus grands main events de Mania. Rollins probablement le MVP de ce match. Un Reigns qui a mis aussi beaucoup d'implications dans ce qu'il a fait. Et même si Voldemort a semblé parfois en retrait d'un point de vue physique, son storytelling et sa psychologie ne peuvent être contestés car c'est surtout là-dedans qu'il brille depuis qu'il est revenu dans le catch, AEW incluse. L'intervention de Heyman, bien qu'extrêmement prévisible en soi, peut-être un petit peu surjouée, mais va quand même rester un moment fort et marquant au même titre que le turn de Cena avec ce double twist donc, qui a bien fonctionné auprès du public. L'histoire entre les 3 hommes est très bien racontée, le passé commun du Shield, la relation avec Heyman et les anciens conflits ont tous été très bien exploités. Pas mal de near-fall frissons à noter aussi, peut-être même trop de finishers portés, c'est la critique que l'on pourrait mettre, car à force de se dégager de tous les finishers, forcément ça affaiblit leur efficacité. J'ai aussi envie de revenir sur ce que je disais dans ma vidéo prono, à savoir le teasing récent d'alliance entre Rollins et Heyman, qui aurait pu très bien être un écran de fumée en soi, mais qui à mon sens se devait d'être le vrai finish, et c'est à ce niveau-là que je regrette tout de même que ce scénario n'ait pas été davantage protégé durant le build-up, car ça nous aurait permis d'avoir un réel effet de surprise le moment venu, car lors du turn de Cena, comme lors du turn de Cena, tous les arguments récents de Rollins pour venir dire à Heyman que ni Reigns ni Voldemort n'étaient des hommes de confiance auraient pu être préservés lors du Raw post-Mania afin de justifier cette alliance. Certaines phrases de Rollins qu'on a pu avoir dans le build-up récent m'ont paru vraiment plus que suggestives. Donc ces dernières semaines, je pense en particulier à celle où Rollins dit à Reigns que la réalité vous offre 2 options, soit vous souffrez et vous continuez à rester à la traîne, soit vous vous adaptez et vous contrôlez la réalité.
Hein, ça, c'était une phrase quand même assez intéressante. Et puis sa dernière phrase, quoi, à SmackDown, la veille de Mania, lorsqu'il dit qu'il continuera de sacrifier tout ce qu'il a dans le but de gagner le triple threat le plus important de l'histoire de cette industrie et d'avancer dans la bonne direction, hein, que ce n'est pas une prédiction, mais un spoiler. Voilà, et évidemment, la faveur que Heyman devait à Rollins, à son tour, après l'avoir épargné à Raw il y a 2 semaines. Voilà pourquoi Rollins se devait de gagner, de gagner ce match, et que je n'avais plus de doute à ce sujet. C'était sans doute trop évident, et pour le coup, on est resté dans cette évidence, hein, sans nous twister une nouvelle fois. Je garderai ce petit regret, mais en tout cas, on pouvait s'imaginer bien des choses à l'issue de cette nuit 1, et notamment par rapport donc, au main event de la nuit 2. Hein, on en parlera plus tard, bien entendu. Voilà pour la nuit 1, on va passer tout de suite maintenant à la nuit 2, on va à nouveau d'abord passer aux notes que j'ai données aux différents matchs de la nuit 2, voici les notes, donc un rappel, 3,5 pour la note globale de la nuit 2, donc un poil au-dessus de la nuit 1, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de matchs de qualité, notamment les 3 premiers, Io Sky contre Belair contre Ripley, 4,5, le match de la soirée, Priest McIntyre, 4 étoiles, donc c'est très solide aussi. Le match suivant, également solide, Breaker contre Penta contre Balor contre Dominic, 3,75. Orton, Joe Hendry, évidemment, un notable. AJ Styles contre Logan Paul, 2,75. Et là, on voit que ça commence déjà à décliner. AJ Styles, Logan Paul, 2,75. Raquel Eliv contre Becky, Raquel Eliv, hein, donc contre Becky et Lyra, Becky et Lyra, pardon, 2,5. Et Rose contre Cena, seulement 2 étoiles pour ce main event. Donc on voit que là, quand même, que le graphique, on voit bien que ça dégringole au fil de l'eau, et c'est bien ça le problème. On va passer tout de suite à l'opener de cette mi-2, à savoir Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley, donc pour le Women's World Championship, 4,5 donc pour la note. Donc 24 heures après, donc on ne change pas une équipe qui perd. Les entrées des 3 catcheuses seront tout aussi classiques les unes que les autres, et seules les tenues auront vraiment donc bénéficié d'un réel effort. Hein, donc c'est un peu le commentaire général. Io Sky, la championne, arrive la première. Probablement pour continuer d'appuyer l'argument selon lequel elle est la third wheel, la 5e roue du carrosse dans l'histoire. Petit câlin de Belair à sa belle-fille, hein, précision apportée par Michael Cole. En termes d'accueil, en tout cas, Belair est de plus en plus huée, hein, on le sent là depuis quelques temps, et Rhea et Io sont clairement les plus popés. Il sera grand temps, hein, de franchir le pas du heel turn pour Bianca, hein, chose que je souhaite depuis déjà bien longtemps. Superbe somersault Meteora depuis la 3e corde de la part de Sky, qui arrive sur le dos de Rhea et Bianca, un move assez cool et innovant à voir. Le contre de Sky sur le Super Riptide de Rhea depuis la 2e corde était également très joliment porté. La caméra nous a bien eu après le KOD de Belair sur Io Sky, nous faisant croire qu'elle pouvait gagner, mais Rhea arrive alors pour nous surprendre et casser le tombé, hein, d'un grand coup d'épaule. Le finish est également bien réalisé, avec Belair qui porte un KOD sur Rhea et réalise le pin, mais à nouveau, le plan caméra serré était bien réalisé pour nous duper et nous cacher l'intervention de Sky, qui arrive alors avec un moonsault sur les 2 filles, et venir faire le tombé sur Bianca pour la victoire. Énorme pop, donc non seulement parce que Sky l'emporte, mais aussi parce que Bianca perd, et c'est en effet une sacrée sensation, et j'avais tout bêtement oublié d'en parler dans ma vidéo prono, mais Belair n'avait encore jamais perdu à Mania. Ah oui, il y avait la streak, hein, quand même, en quelque sorte. Du coup, je me disais que ce freeway pouvait permettre de la faire perdre, peut-être sans prendre le pin, ce qui aurait pu lui permettre de conserver en quelque sorte son invincibilité à Mania, mais le fait que ce ne soit non pas Rhea, mais Bianca qui prenne le pin est en soi une petite surprise, et au moins, bon, ça aura le mérite d'arrêter qu'on parle de cette invincibilité à l'avenir. Hein. Le résultat, en tout cas, est totalement conforme à mes attentes. Sky le conserve, et c'est ce qu'il fallait faire. Elle a tout de même beaucoup été portrayée, à mon grand regret, hein, comme une afterthought durant le build-up, avec toutes ses mains là, sur le visage pour la dégager, et c'était selon moi un gros indice selon lequel elle allait conserver, avec Bianca Rhea qui s'annihilerait en quelque sorte, permettant à Sky d'en profiter, et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce finish qui m'a paru fort bien réalisé, même si très franchement, en live, durant le pin de Bianca, avec ce plan serré, j'étais déjà persuadé que Sky allait arriver avec son moonsault, hein, même si en soi la VVE est plutôt efficace, hein, pour faire des plans serrés comme ça au bon moment, afin de nous surprendre et de surprendre le téléspectateur. À force de connaître cette petite mécanique, hein, on arrive parfois à deviner que quelque chose va se passer pour nous surprendre. Hein. Concernant l'évaluation du match, à l'image du freeway de la nuit précédente, cet autre freeway aura été l'autre grand match de ce week-end de Mania. Il était bien placé sur la carte pour lancer ce show de la meilleure des manières. Et même si le build-up a été plus que décevant à bien des égards, l'affiche proposée avait quand même peu de chances de nous décevoir d'un point de vue in-ring. Jurisprudence Bianca Sacha Mania 37, hein, en quelque sorte.
Tout s'est déroulé à merveille. Pas de botch notable à souligner, tout s'est bien enchaîné, le rythme était vraiment très soutenu, la triple menace totalement au rendez-vous avec aucune fille venant se reposer à l'extérieur pendant des heures là. La qualité in-ring était folle, Sky comme d'habitude a été exceptionnelle, prouvant à nouveau qu'elle est l'une des meilleures catcheuses au monde, et mis à part la prestation in-ring proposée, ce match aura aussi été magnifié par la bonne dose de storytelling instillée entre Rhea et Bianca, avec à nouveau quelques petites graines plantées pour un futur match entre les deux qui va forcément avoir lieu un jour ou l'autre, c'est une certitude. En plus, ça va plus ça va et plus je me dis que cela risque d'arriver avec une Bianca qui sera devenue heel entre temps, et Rhea évidemment toujours babyface, ça va arriver. 4,5 donc pour ce match, et même si c'est la meilleure note, la même note que le freeway de la nuit 1, pour moi il est quand même légèrement au-dessus en termes d'appréciation personnelle, de par à la fois l'action in-ring proposée, mais aussi la petite dose de storytelling entre Rhea et Bianca, sans oublier aussi la morale de l'histoire à l'issue de ce match, et reprise par Michael Cole, à savoir qu'Io Sky n'est plus une afterthought, afterthought no more, c'est ce qu'il dira. Vraiment un excellent match à voir à tout prix entre 3 des meilleures performeuses dans le main roster à l'heure actuelle, et aussi très content pour Io Sky qui n'aurait pas mérité, je pense, de déjà perdre son titre, tandis que Rhea semble partie pour un nouveau travail, je dirais, autour de son personnage, tout comme Bianca qui aura d'autres affaires à régler du côté de SmackDown avec Naomi et surtout Jade Cargill. Et d'ailleurs, donc en regardant les Slammy Awards hier qui avaient lieu avant Mania, Bianca et Cargill ayant été élus tag team de l'année, le petit discours de Cargill fut conclu en disant qu'elle avait encore de l'unfinished business à gérer, ce qui pour moi enterrait pour de bon les chances de Bianca pour Mania, car on a vu que c'était pas la joie entre Jade et Bianca lors du dernier SmackDown et que forcément il y aura des choses à régler plus tard, rendant quasiment impossible pour moi la possibilité de voir Bianca championne d'Euro. Bref, bravo aux 3 filles, ça fait du bien d'avoir un banger féminin Mania. On avait besoin de ce genre de match au vu de la qualité globale assez moyenne proposée sur l'ensemble des 2 nuits. J'ai adoré ce match et ce sera même difficile de lui passer devant en tant que match de l'année du côté du main roster. Et enfin, dernier petit mot pour Bianca, fais-nous ton heel turn. Là, ça devient vraiment très très urgent. Allez, on va passer maintenant au match suivant. Damien Priest contre McIntyre, Sin City Street Fight, 4 étoiles pour la note. Donc à nouveau des entrées assez simplistes des deux côtés, mais de belles tenues, notamment du côté de McIntyre en mode Doom là. Pour Priest, l'info avait fuité, mais on savait que Slayer serait présent pour le thème de Priest, même si au final, c'est fut uniquement Kerry King, le guitariste et cofondateur du groupe. Cependant, ça aurait été au final mon entrée préférée de tout WrestleMania. C'était méga badass, et déjà à la base, j'aime beaucoup l'entrée de Priest, donc il n'y avait quand même pas de mal à ce que j'apprécie cette entrée. Ça rappelait aussi un petit peu l'entrée de Edge, Mania 39, qui était d'ailleurs aussi arrivé sur du Slayer, sur le titre South of Heaven, le nom du finisher de Priest. La boucle est donc bouclée. Très drôle de voir McIntyre nous refaire le coup du selfie en plein match, comme l'an dernier, en écrivant Still bored at work, en réponse à son tweet de 2024, Bored at work. Drew nous prouve ici une fois encore qu'il a bien mérité de gagner le Slammy Award de la star des réseaux sociaux de l'année. Super top et con hero de McIntyre, que j'ai trouvé quand même particulièrement impressionnant et digne d'un luchador. Superbe chokeslam de Priest d'une seule main, tout en ayant une chaise autour du cou, pas facile, mais dégagement de Drew. Gros Razor's Edge ensuite de Priest sur une table disposée dans le ring là, qui s'écroulera, mais à nouveau dégagement de Drew. Future Shock DDT de Drew sur des escaliers d'acier, dégagement de Priest cette fois-ci. Le tournant arrivera lorsque Priest veut jouer les Taker, les funambules, l'une de ses, donc Taker qui est l'une de ses idoles, donc en portant un old school, en faisant le funambule donc sur la 3e corde. Sauf qu'il oublie que 2 tables avaient été disposées à l'extérieur un peu plus tôt dans le match, chose que Drew n'a pas oublié, en repoussant Priest sur les 2 tables qui vont bien sûr s'écrouler. Cependant, on voyait qu'il restait encore la chaise dans le coin qui avait été disposée par Priest et que le match ne se finirait pas tant que cette chaise n'aura pas eu son utilité, le fameux fusil de Chekhov. Drew s'exécutera dans la foulée en plaçant la tête de Priest contre la chaise avant de s'élancer là pour un énorme claymore dévastateur bien percutant et impressionnant pour venir s'imposer dans la foulée. Voilà, pour moi c'était le bon vainqueur et le choix logique vu que pendant un an quand même McIntyre a subi toute la rivalité en se faisant arnaquer par Priest à chaque fois. McIntyre a fait un super job depuis un an et il méritait amplement sa récompense à Mania. Le match est globalement conforme à mes attentes. Les deux ont livré un très bon combat bien intense et violent. J'attendais un combat d'hommes et c'est ce qu'on aura eu.
On aurait pu sans doute aller encore un peu plus loin avec des kendo sticks en plus par exemple, et je n'aurais pas été non plus j'aurais pas été contre de voir du sang couler, vu qu'ici la rivalité l'exigeait. On en aura juste vu sur le dos de McIntyre, mais bon, mais pas plus, et j'aurais aimé en voir un peu plus sur leur visage, c'est dommage. On aurait pu aussi péter les tables des commentateurs, ou bien aller sur le stage ou dans le public. Il y avait sans doute un peu plus de plein d'autres choses qui auraient pu être faites pour rendre ce combat encore plus épique, mais dans l'ensemble j'ai passé un agréable moment. Les spots étaient cool et le finish très percutant et fort réussi, j'ai trouvé. J'aurais peut-être aimé aussi que les deux catcheurs jouent le jeu au niveau des tenues, en adoptant un style street fight, notamment en jean, basket, Marcel ou bien un t-shirt par exemple, c'est dommage. À vrai dire, je suis quand même plus proche du 375 que du 4, mais ça n'enlève rien à la qualité globale du combat. Priest aurait été peut-être un poil plus discret que son adversaire. Ça aussi, c'est peut-être la critique à faire. Content du résultat, et ça permettra à Drew de repartir sur un bon élan du côté de SmackDown. Quant à Priest, on verra. Pourquoi pas, par exemple, partir à la chasse au titre US de Jacob Fatu. Voilà. Nous verrons bien. On va passer maintenant au match suivant. Braun Breaker contre Penta, contre Finn Balor, contre Dominic Mysterio pour le titre intercontinental détenu par Braun Breaker. Donc j'ai donné la note de 3 étoiles 75 à ce match. Belle tenue pour Penta, mais là encore, une entrée ultra minimaliste. Dominic a eu bien du mal à retirer son masque, ce qui a bien fait rire Michael Cole. Balor et Breaker n'auront pas non plus brillé par leur entrée. Bref, ce Mania est vite à oublier de ce point de vue-là. Dommage que Breaker n'ait pas porté une tenue au motif similaire à celui de son père, par exemple, ou de son oncle, lorsqu'il luttait à WrestleMania 9, les Steiner Brothers, et qui se tenait justement un show qui se tenait à l'époque à Las Vegas, au Caesar Palace. Le clin d'œil aurait peut-être pu être sympa. Super bon volet, en tout cas en boulet de canon de Breaker, pour venir tamponner Penta hors du ring. Là encore, la Real a bien fait son job pour nous surprendre jusqu'au dernier moment. Quelque chose qui sera frappant durant ce match aura été l'incroyable pop dont aura bénéficié Dominic durant tout ce match, par opposition à Finn Balor, ce qui forcément sera quelque chose à suivre dans les semaines et les mois à venir, dans la Road to SummerSlam notamment. Ça aura été particulièrement marquant lorsque Dom va venir porter un 619 sur Balor, mais contré par ce dernier qui va alors le piétiner à plusieurs reprises, suscitant les huées du public. Penta Driver dans la foulée sur Balor, mais Breaker vient briser le tombé, toujours avec un plan serré donc pour nous surprendre. Carlito sera aussi présent aux abords du ring pour venir foutre sa merde et provoquer la hit, notamment en faisant basculer Breaker par-dessus la troisième corde ou bien en retirant Penta pendant qu'il faisait le pin sur Dominic, mais bien mal lui en a pris puisqu'il va se retrouver debout là, sur la table des commentateurs américains, découvrant alors que Breaker se situe debout face à lui sur la table des commentateurs hispanophones pour un nouveau moment viral similaire à l'énorme spear subi par Carlito justement à Raw il y a quelques jours de cela. La table va bien sûr s'écrouler, le spot fut fort réussi. 619 de Dominic sur Breaker ensuite, qui s'en va pour un Frog Splash sous une grosse pop. Mais là encore, une fois encore, Balor va provoquer la hit en le faisant tomber. Balor va alors porter un coup de grâce sur Breaker. C'est terminé, là, il va faire le tomber. Mais non, Dominic est là, derrière, pour venir finalement porter un Frog Splash sur Balor. Dominic va alors faire le pin sur Balor et remporter le titre intercontinental. Voilà, son premier titre solo dans le main roster. Et il devient le deuxième homme, après Ricochet, à avoir gagné à la fois le titre intercontinental et le titre nord-américain de NXT. La pop est énorme et le storytelling est aux petits oignons, là, vu que Balor a pris le pin et que Dominic a volé la victoire à Balor en opportuniste. Finish fort intéressant donc, et je n'étais pas certain que Balor prendrait le pin, histoire de le protéger dans l'optique d'un match face à Dominic pour plus tard. En tout cas, la victoire de Dominic était mon pronostic et il était aussi le favori des bookmakers. Cela peut paraître surprenant comme résultat, mais il permet de protéger à la fois Penta et Breaker dans la défaite, tout en proposant un récit fort savoureux pour les semaines et les mois à venir au sein du Judgment Day, même si personnellement j'aurais préféré que Raquel et Liv conservent leur titre, on y reviendra tout à l'heure. Quant à l'évaluation du match, j'ai donc donné un 3/3. J'ai passé un très bon moment dans l'ensemble. Le match est dynamique et spectaculaire. Le public était à fond dedans. Braun Breaker aura été à mon sens le MVP du match. Hyper impressionnant de par sa force, son énergie et sa percussion. Sa protection dans la défaite est une bonne chose. Il ne serait pas impossible de vite le voir monter dans l'upcard, notamment pour venir confronter Jey Uso. Eux qui ont déjà eu des histoires dans le passé autour du titre intercontinental. Penta m'aura paru un poil plus effacé que les trois autres, n'ayant bénéficié ni du gros spotlight de Breaker, ni de l'histoire intestine entre Balor et Dominic, qui aurait été un gros fil rouge de ce match et qui aurait aussi apporté une couleur intéressante à ce match, en plus de ce qu'on a vu dans le ring, à l'image de ce qui a été fait entre Rhea et Bianca, comme je le disais tout à l'heure.
Le public a donc de même été pour, été pour beaucoup dans la qualité de ce match, hein, et l'on retiendra donc l'incroyable soutien du public envers Dominic, contrairement à Balor. L'idée du face turn de Dominic ne date pas de ce match, et je pense qu'on en prend de plus en plus le chemin, hein, surtout si Dom venait à se faire dégager du Judgment Day, hein, pourquoi pas, suite à une trahison de Liv Morgan qui viendrait alors peut-être faire perdre le titre intercontinental à Dominic au profit de Finn Balor, avec un baiser ultra choquant entre Balor et Morgan, avec Dominic cette fois-ci dans le rôle du cocu et donc dans le rôle de Rhea, hein, environ un an après. Hein, ce scénario serait tout à fait réalisable et il faudra le garder en tête, je pense, pour SummerSlam, hein, si l'on devait avoir un Balor contre Dominic pour le titre intercontinental. Bref, après les deux bons premiers matchs qu'on a eu, celui-ci confirmait alors que cette nuit 2 était partie pour exploser la nuit 1 là, hein, et même devenir un candidat très sérieux au titre de pay-per-view de l'année là, à la VVE. Mais malheureusement, on verra que les choses vont vite se gâter par la suite. On va passer au match suivant, si je puis dire, ou même plutôt l'angle suivant. Randy Orton contre... on sait pas, voilà, non noté. Enfin bon, vous le voyez à l'écran, on sait qui c'est, hein, mais bon, pour l'instant on savait pas. Donc voilà, il y avait beaucoup de paris qui avaient été faits autour de l'adversaire d'Orton, hein, de Rusev à Black, en passant par Solo, Sikoa, Ludwig Kaiser, ça c'était mon idée, Nick Aldis, ou même l'idée saugrenue, improbable de Kevin Owens, hein, suivez mon regard, hein, parce qu'il y en a qui l'ont fait, cette hypothèse. Les paris étaient assez ouverts, hein, contrairement à la remplaçante de Bayley, hein, et en tout cas, j'étais content de voir que ce match d'Orton, qui devait forcément avoir lieu pour le 20e combat d'Orton à Mania, que ce combat ait eu lieu dans le cadre donc d'un Open Challenge d'Orton, chose que j'appelais de mes voeux dans mes pronos et qui permettait d'avoir quand même un minimum de hype à l'image du retour de Cody à la VVE pour affronter Rollins. Orton arbore un slip aux couleurs similaires à celle de ses débuts, hein, c'était un joli clin d'œil. Petite promo rapide d'Orton et c'est parti pour les palpitations. La porte s'ouvre tout doucement, une silhouette apparaît de loin, il porte une ceinture autour de la taille, il se retourne. On l'a reconnu. Say his name and he appears. 252 pounds of pure motivation. The answer to all life's problems. They believe in Joe Hendry. Voilà, le champion de la TNA, Joe Hendry. C'était aussi un nom qui circulait ici ou là, mais il était loin d'être au top, je dirais, de ma liste, car j'aurais préféré quand même quelqu'un de plutôt heel pour l'occasion. Mais c'est quand même difficile de ne pas popper pour celui qui allait arriver sur le ring, qui que ce soit. Hein. À moins vraiment que ce soit quelqu'un qui a de grosses casseroles sur le dos, hein, notamment, par exemple, le champion de la AAA. Hein. Ça aurait pu être, hein, mais là, j'y croyais pas. Le match va être court, et même plus court que le temps passé par Joe Hendry au Royal Rumble, hein, à savoir 3 minutes 10 dans ce match, contre 3 minutes 35 au Rumble. Il aurait quand même réussi à faire plus court. Ça aurait été plus donc un angle, un segment qu'autre chose. En tout cas, on notera à nouveau que le RKO nous aura bien été caché par la réalisation, donc ça aurait été très récurrent donc durant ce Mania. Durant ce Mania Weekend, mais ce RKO aura été assez réussi et on obtient ici un parfait Mania Moment, hein, digne de faire l'objet d'un gif animé. Hein. Je noterai quand même bien sûr pas ce match, donc hein, c'est un segment et à vrai dire j'ai bien du mal à me positionner clairement sur ce qu'on a vu ici. Disons que j'ai deux avis assez opposés, soit un avis, je dirais, plutôt positif, en me disant qu'on a fait venir à Mania le champion de la TNA, donc ce qui est un énorme cadeau en soi et une énorme publicité pour la compagnie, que le but était d'offrir un Mania Moment aux fans et qui avait juste à kiffer le moment en présent sans se prendre la tête plus que ça, chose à laquelle je peux adhérer. Hein, et puis que Joe Hendry était fier, hein, de ce moment, hein, comme il a pu le tweeter peu de temps après, hein, de se dire ouais, j'ai été à Mania sur un ring avec Randy Orton, quoi. Voilà. Mais j'ai aussi un avis plus négatif en me disant aussi qu'à nouveau, ce fut une courte présence pour le champion de la TNA et même encore plus courte donc qu'au Rumble avec un semi-squash même de 3 minutes 10, hein, ce qui ne fait pas franchement honneur au champion de cette compagnie et qu'on aurait pu aussi offrir à Randy Orton un match quand même bien plus long que ça et même un match compétitif, hein, qui aurait fait honneur aux perdants, quel qu'il soit. C'est aussi la critique que l'on pourrait formuler. Donc en réalité, je n'ai pas d'avis vraiment tranché sur la question car les deux avis se défendent. Le dernier KO for good measure là, peut aussi être critiqué, mais c'est Randy Orton. Voilà, et si ça avait été Steve Austin, ça aurait fini en stunner de la même façon. Hein. Le moment final
avec Orton qui vient imiter Joe Hendry, là, était cool, voilà, c'était marrant. Bref, c'était un moment de respiration entre deux matchs. Bon, c'est évidemment pas ce qui était prévu à la base. On aurait aimé avoir ce match contre Wentz, mais c'est aussi ça le catch, et quand on n'a pas le choix, il faut savoir rebondir et trouver des alternatives dans l'urgence. Celle-ci en fut une, elle peut plaire ou déplaire, chacun se fera son opinion sur le sujet. Moi personnellement, je voulais ni Rousseff, ni Alistair Black, hein, quoi qu'il en soit. De toute façon, Alistair Black, on savait qu'il reviendrait au prochain SmackDown. Rousseff, pour moi, c'était pas la bonne idée déjà de lui donner une défaite pour son grand retour. Donc il fallait quand même quelqu'un qui pouvait se coucher sans que cela ne nuise véritablement à la personne concernée. Si Hendry, bon, n'avait pas été le champion de la TNA à cet instant précis, j'aurais quand même sans doute davantage accepté ce choix. Mais bon, voilà, ce qui est fait, et on va pouvoir passer à la suite. À savoir, AJ Styles contre Logan Paul, 2,75 pour la note. Une entrée de Logan Paul fidèle à lui-même, hein, très égocentrique, mais pas plus spectaculaire que toutes les autres qu'on a vues durant ce week-end de Mania. Quant à AJ Styles, il n'y a absolument aucune mise en scène, rien du tout. Mais une jolie tenue, voilà, en revanche, hein, comme les autres. À nouveau, la même remarque, donc, bel effort sur les tenues, mais zéro effort sur les entrées. Le match est boring, Logan Paul domine bizarrement les 3/4 du match. Il y a 2-3 fulgurances d'AJ, mais il semble quand même rouillé, et ne plus avoir son éclat d'antan. Logan Paul essaie tant bien que mal d'animer ce match avec ses jolis moves, là, comme son Frog Splash, son grand écart, son Lion Salt ou bien son Buckshot Lariat, mais rien n'y fait, et le levier de vitesse reste désespérément bloqué au premier niveau. On verra plus tard un Styles Clash de Logan Paul bizarrement non vendu par Styles, qui emportera ensuite un lui-même dans la foulée. Les deux hommes sont au sol, et c'est là que c'est on voit le grand retour de Jeff, là, le fidèle compagnon de Logan Paul, qui était là en cachette comme d'habitude, là pour venir déposer un point américain à Logan Paul. Et encore une fois, la caméra sert au maximum pour nous surprendre. Et là, on voit un bras là, tatoué qui vient bloquer celui de Jeff. Et c'est le bras de Karrion Kross, qui bloque Jeff, l'empêchant alors de poser le point américain sur le ring. Kross s'empare alors du point américain. Et là-dessus, je me dis même que finalement, peut-être une tag team, là, Kross-Styles, qui était peut-être en train de naître. AJ va dégager Jeff. Kross implore AJ d'utiliser le point américain, même si l'arbitre Jessica Carl est en train de voir tout ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave. AJ décide finalement de jeter le point américain et de remonter sur le ring. Là-dessus, pour moi, la messe était dite. Phenomenal forearm, évité par Paul. One Lucky Punch dans la face de Styles, suivi d'un Pulverizer, un finisher que je trouve vraiment très joli, pour une victoire de Logan Paul. C'était l'un des matchs les plus indécis, je pense, en termes de pronostic, mais bien que j'avais misé sur Paul dans ma vidéo prono, j'avais finalement opté pour AJ, constatant qu'il avait tout de même subi 2 pulverizers durant le build-up, qu'AJ avait besoin d'une victoire pour le remettre en selle, notamment si l'on se projette un peu plus du côté de Paris, où AJ a de bonnes chances d'y figurer et d'y avoir une bonne place, et forcément le rôle de Karrion Kross qui finalement pouvait aussi bien s'inscrire dans un scénario de victoire que dans un scénario de défaite pour AJ. Un AJ plus violent et dur sur l'homme qui vient gagner grâce à l'impulsion donnée par Kross aurait aussi pu s'écrire. Et finalement, on a opté pour l'autre scénario que j'avais évoqué en premier lieu dans mes pronos, à savoir celui d'un AJ qui perd et qui va devoir se remettre en question, probablement honteux de se dire qu'il a perdu contre Logan Paul et qui va finir par péter un câble et peut-être turner heel donc à terme, toujours à cause donc de la mauvaise influence de Karrion Kross. Car oui, je pense quand même qu'AJ va turner heel à l'arrivée et pourquoi pas former donc une équipe avec Kross. Ça sera intéressant à suivre, bon, même si ici on est plus dans de la simple mid-card. Un angle qui aurait aussi permis de voir Kross à Mania. Voilà, je trouve que c'est plutôt cool pour lui. C'est probablement sa dernière chance de trouver quelque chose, de prouver quelque chose dans le main roster. Quant à l'évaluation du match, comme je le disais, je n'ai pas trouvé AJ dans son assiette. Il s'est beaucoup traîné dans le ring. Il a subi au moins les 3/4 du match, ce qui est beaucoup en soi. Un match bien trop unilatéral et on a l'impression que Paul le porte pratiquement à lui tout seul en portant tous ses moves flashy, ce qui est ironique lorsqu'on connaît quand même la différence d'expérience entre Styles et lui-même. Une rivalité qui plus est assez peu engageante et assez oubliable, qui ne donnait pas spécialement envie de voir ce match, même si du point de vue des qualités intrinsèques des deux lutteurs, on aurait dû assister à un bon match. Au final, je n'irai pas plus haut qu'un 2,75 pour ce que je considérais comme l'une des plus grosses déceptions de ce week-end de Mania. Ça n'a juste pas fonctionné et AJ m'a semblé hors du coup.
Donc espérons que l'histoire racontée avec Iron Cross, avec cet éventuel heel turn à venir, lui permettra non seulement à lui, mais aussi à Cross, donc de bien rebondir et de nous offrir des moments intéressants dans la Road to SummerSlam. On va passer maintenant au match suivant. Raquel Eve contre Lyra Valkyria. Et vous le voyez aussi à l'écran, on le sait. Donc 2 étoiles et demie pour la note. Et évidemment, donc un match pas prévu avec cet angle, donc lors de la nuit 1 de Mania, dans le countdown, dans lequel on a vu Bayley attaquer backstage. Valkyria est à ses côtés là, et Raquel et Liv sont aussi là. Bayley dit avoir été attaqué, mais Raquel et Liv nient le fait d'être responsables. Adam Pearce donnera alors 24 heures à Valkyria pour trouver une autre partenaire. J'ai été très surpris par cet angle vu donc durant le countdown de la nuit 1. Et à nouveau, donc, on se retrouve dans une situation de remplacement après Rey Mysterio et Kevin Owens. Sauf qu'ici, malheureusement, d'après les nouvelles dont on dispose, ceci sera bel et bien work. Et ce plan aurait été prévu depuis déjà plusieurs semaines. Reste à voir vers quoi cela débouchera. Peut-être le moyen de ressusciter la feud entre Bayley et Roxanne Perez, par exemple. À moins que Naomi ne soit à nouveau dans le coup, elle qui est aussi censée être l'amie de Bayley. Ou bien heel turn assez improbable de Becky Lynch ou de Lyra Valkyria. Mais là, la cote serait bien plus importante. Bref, c'est dommage pour Bayley d'être privée comme ça de Mania pour des raisons plus kayfabe et non legit. Surtout après son superbe match offert contre Io Sky à Mania l'année dernière, quoi. Donc là-dessus, honnêtement, le suspense était quand même bien plus mince que pour l'adversaire d'Orton. Et tous les fans, ou presque, citaient Becky Lynch, donc comme la remplaçante Idwan. Et quand on voit le placement de ce match en pré-mini-event en plus de Mania, ça ne pouvait être qu'un grand nom, et les taux autour de Becky se resserraient de plus en plus. Il est aussi peut-être dommage d'avoir placé d'ailleurs 2 matchs avec un invité mystère dans la même nuit. Orton Joe Hendry aurait peut-être pu, par exemple, être déplacé en nuit 1, histoire de ne pas avoir 2 surprises durant la même soirée. Liv et Raquel arrivent toutes deux rouges vêtues, sans la moindre mise en scène. Tandis que Valkyria aura une très jolie tenue, blanche et dorée avec de magnifiques ailes. Bel effort réalisé également du côté de sa coiffure qui a dû, à mon avis, prendre beaucoup de temps à être conçue. Le faux suspense démarre alors. Voilà, Liv Morgan attend, mais personne n'est dupe. Becky Lynch arrive, dans une tenue très classique, sous une grosse pop. Morgan n'emmène pas large, on se rappellera bien sûr que Liv a été la dernière à avoir affronté Becky dans un steel cage match, avant le long départ donc, de Becky. Valkyria est irlandaise, Becky est pote avec Bayley, bref, tout convergeait vers Becky Lynch et il y avait guère de doute possible. Un remplacement qui avait le mérite, à mon sens, de relancer un peu le suspense, car avec Bayley toujours en place, je ne voyais pas de nouvelle championne, tandis qu'avec Becky faisant son grand retour, le doute était permis. On notera un Molly Go Round porté par Becky, laissant probablement entendre que Molly Holly a produit ce match. Ce n'est pas du grand Becky sur le ring, mais elle a quand même gardé de beaux restes après cette si longue absence. Le disarmer porté sur Morgan sera stoppé par Raquel. Morgan surprend Becky avec un Oblivion, mais Valkyria brise le pin. DDT de Valkyria sur Raquel à l'extérieur. Morgan repousse Valkyria des 2 pieds, mais ne voit pas que Becky derrière son dos. Ne voit pas Becky derrière son dos qui va donc la surprendre avec un Manhandle Slam pour le compte de 3. Voilà, donc à l'image de Valkyria, Raquel et Liv y auront laissé des plumes, et moi aussi je dois le dire. Ça aura été ma seconde erreur de prono, après celle des J-Style juste avant. Donc 2 erreurs donc sur 14 matchs, c'est quand même pas mal. Mais à ce moment-là, j'ignorais que Bayley serait remplacée, donc je ne pouvais pas savoir forcément par rapport au prono. À partir du moment où Becky la remplace, là, il y a plus de doutes. Et quand tu vois que Tatum Paxley et Gigi Dolin ont gagné à Stand and Deliver un title shot pour les titres tag lors du prochain épisode de NXT, Paxley ayant eu une longue histoire avec Valkyria il y a quelques mois de cela, mais il était tout à fait envisageable donc d'avoir une victoire des Faces. Et donc c'est ce qui est arrivé. Quant à l'évaluation du match, honnêtement, ce match donnait plus l'impression d'être un match showcase pour Becky qu'autre chose. Valkyria fut assez discrète, oubliant pratiquement qu'elle est la championne intercontinentale, à l'image de son règne actuel d'ailleurs. Morgan aura essayé de tirer son équipe vers le haut, mais tout ou presque était pour Becky. Le match en lui-même est hyper banal et de niveau weekly, l'image des matchs de la veille. Pas du grand catch, un tout petit peu de storytelling entre Morgan et Becky, mais ça n'aura pas franchement nourri son homme. Maintenant, concernant le choix des gagnantes, je vais être assez franc avec vous. Je n'ai pas apprécié de voir Raquel et Liv perdre leur titre récemment acquis, d'autant plus que c'était leur toute première défense de titre.
J'ai eu l'impression de revivre le coup du retour de Becky à SummerSlam là, 2021 pour venir voler le titre à Bianca Belair en seulement quelques secondes. J'ai un goût très amer à l'issue de ce match. Ça donne à Valkyria 2 ceintures. Elle n'a strictement pas besoin de ça. Déjà que le titre intercontinental a du mal à être mis en valeur. Alors comment vont-ils faire si elle doit aussi gérer les titres tag? Franchement, donc Raquel et Liv me semblait former une bonne paire pour porter un tant soit peu ces titres durant assez longtemps. Morgan avait rapidement rebondi après la perte de son titre de championne du monde et semblait en plein boom actuellement. Et j'avais eu durant le show une idée qui aurait pu être fort intéressante, en dehors du fait d'avoir donc le Judgment Day entièrement paré d'or, sauf Finn Balor, ce qui aurait pu être vraiment savoureux, c'est d'avoir une Liv Morgan qui fait le pin sur Valkyria donc, pour faire gagner son équipe, lui donnant alors l'envie d'aller chercher le titre intercontinental afin d'être raccord avec son dom-dom quoi. Donc ça s'écrivait tout seul et j'ai vraiment cru qu'il partirait vers cette histoire-là. Au lieu de ça, on semble sacrifier le règne de Raquel et Liv pour donner un nouveau titre à Becky Lynch, comme si on essayait désespérément de relancer à nouveau la division tag féminine en lui donnant un soupçon de star power. Mais quand je vois le work autour de Bayley et ses titres tag là gagnés, j'ai cette fort désagréable impression de revivre un copier-coller de l'histoire là entre Naomi, Belair et Cargill que l'on vient tout juste d'avoir il y a quelques semaines de cela. Donc je doute bien évidemment que l'on assiste absolument au même scénario, mais dans l'amorce des choses, cela y ressemble tout de même vachement. Donc à qui va profiter le crime, c'est la question que l'on peut se poser, Roxanne Perez étant mon choix numéro 1 à l'heure actuelle, ou peut-être Naomi. Bref, un match très moyen, un retour qui certes fait plaisir, mais qui m'a bien plus calmé une fois le match terminé. L'Aera to Belts, c'est pas l'idée du siècle à mon humble avis, et je ne comprends pas pourquoi l'on prive Raquel et Liv de ces deux titres qui leur convenaient bien à mon humble avis. Bref, après l'impression mitigée relative à Joe Hendry et la déception d'AJ Styles et Logan Paul, sans oublier Stone Cold venu percuter malheureusement une spectatrice avec son buggy là, avec Nick Khan en personne, obligé de venir s'excuser, je m'enfonce un peu plus profondément dans le sable là, alors qu'arrive le gros mini-event de cette Mi-2 qui me faisait extrêmement peur, à savoir Cody Rhodes contre John Cena, donc pour l'Undisputed Championship. Bah oui, 2 étoiles seulement pour ce match. Dernière entrée de Cena, très sombre, fond noir, John Cena écrit en lettres blanches, t-shirt noir, casquette noire, bracelet éponge noir, genouillère noire, chaussures noires, bref, tout laissait indiquer que ce match allait nous mettre dans une colère noire. Quant à l'entrée de Cody, avec les motocross, là, le casque crâne là, de Cody qui s'ouvre façon Iron Man, honnêtement, j'ai rien compris au délire et je n'ai pas saisi le rapport avec la choucroute, mais passons. Cody arrive avec le sourire, voilà, semblant même un poil trop confiant. Tout semblait donc parti pour que l'on assiste à la fin de son règne, au bout d'un an. Bizarrement, durant le déroulé de ce match, Cena aura eu ses fans, et Cody ses haters. C'est mania, quoi, voilà, les publics sont spéciaux, on le sait, voilà, on l'a vu avec Dominique, mais ce sera sans doute un élément à surveiller, notamment pour Cody. Dégagement donc de Cody, là, sur le double A. Les finishers ne sont plus ce qu'ils étaient, et même avec un double A porté depuis la 2e corde, Cody se dégagera encore. Voilà, c'est le même de Spider-Man, quoi. Cena fait face un peu à son héritier, mais à son double. La voilà, l'histoire du match. La descente des cuisses de Cena contrée par un powerbomb de Cody. Bon, c'est un spot classique qu'on avait notamment vu avec Batista il y a fort longtemps. C'est pas nouveau. Cena se dégagera quant à lui d'un 2e Cody Cutter depuis le début du match. Décidément, ces deux-là sont indécrottables. L'enchaînement double A STFU de la part de Cena ne suffira pas et c'est alors qu'intervient ce que tout le monde attendait et nul besoin de Roman Reigns pour le faire, à savoir le traditionnel bump d'arbitre suite à une ruade de Cody sur Cena qui viendra percuter l'arbitre contre le coin. Comme d'habitude, et c'est toujours une énorme connerie que je haïrai toujours, Cody porte un crossroads et quand même vient tout de même tenter le tomber alors que l'arbitre est inanimé. Spot toujours aussi inutile. Pendant ce temps-là, Cena retire la protection dans le coin, là, dans le dos de Cody et de l'arbitre, toujours inanimé, à l'image de mon état lorsque je matais le match en live. La tête de Cody percute 2 fois le coin dénudé, suivi d'un double A. L'arbitre se réveille, voilà, c'est terminé. Mais non, dégagement de Super Cody, bien évidemment. Michael Cole ayant alors l'audace de scander un « What a match !» Là, franchement, c'est osé de faire ça. Le thème de Mania, alors, qui me sortait déjà par les trous de nez, retentit. Travis Scott,
l'interprète de ce thème, apparaît alors avec sa fausse ceinture hardcore là. Là-dessus, on se dit ça y est, le rock va débarquer, il va enfin se passer quelque chose, n'est-ce pas, Voilà, je vois Cena, là, le sourire jusqu'aux oreilles, quand soudain l'idée là en live me vient d'un incroyable double turn avec Cena qui serait trahi par Travis Scott, tandis que Cody en profiterait pour s'imposer et turn heel. Honnêtement, j'y ai cru en live, tellement Cena semblait sûr de lui à ce moment-là. Bon, finalement rien de cela. Mais j'avoue que ça m'a fortement traversé l'esprit et que là pour le coup, je ne l'aurais pas du tout vu venir. Scott prend un temps fou à allonger cette longue et interminable rampe. Déjà que je me faisais chier et qu'il était pas loin de 5h du mat. C'était pas la meilleure des choses à faire. La VVE a racheté la AAA, donc c'était peut-être alors un hommage à ces indigestes overbooking que l'on peut voir durant les shows, notamment de Triple Mania, le WrestleMania de la AAA, qui sont franchement des overbookings très très difficiles à regarder et qui n'ont jamais aucun putain de sens. C'est la fête du slip, c'est du n'importe quoi. Qui sait si Conan d'ailleurs n'a pas aussi booké ce main event, on sait jamais. Crossroads de Cena, donc le tombé de Cody. Travis Scott retire tout doucement l'arbitre, qui se met malgré tout à vendre je ne sais quoi à l'extérieur. Là ça y est, refait dodo. Voilà. Face à face entre Scott et Cody. Scott grimpe sur le ring, là le match arrête, voilà, on se fait chier, et comme un rat mort. Tentative de coup de Scott, là, qui est contré par Cody, qui lui porte un crossroads, et le pousse, là, hors du ring. Cena arrive alors derrière, avec la ceinture de Cody, et vient le frapper avec. Mais non, contré par Cody. Les deux s'arrachent alors la ceinture, là, comme des gamins, à l'image du fameux segment malaisant entre Reigns et Lesnar, il y a quelques années de cela. Cody récupère finalement la ceinture, et va se retrouver alors dans un dilemme. Doit-il appuyer sur la gâchette et frapper Cena, tout en sachant que ce geste est illégal et ternira son image? Voilà. Cena prie alors de ne pas le faire. Cody hésite trop et on se prend un coup de pied dans les roustons par Cena, comme lors du heel turn du Chamber, ou comme de Stax là, sur Tony D'Angelo à Stand and Deliver. Cody a donc décidé d'être le good guy à ses dépens. Cena reprend la ceinture et frappe Cody avec, n'ayant pour sa part aucun problème à être le bad guy. L'arbitre venu vendre rien du tout se réveille alors enfin, il rampe, Cena fait le tomber. 1, 2, 3, John Cena devient champion du monde pour la 17e fois de sa carrière, effaçant définitivement Ric Flair des tablettes. Wouh! Voilà, décidément, il ne faisait pas bon être un Flair ce week-end. Cena lève la ceinture en compagnie de Travis Scott. On n'attend plus qu'une personne alors, bien évidemment, le Rock. On sait bien qu'il va venir, n'est-ce pas? Voilà, il va venir. Allez, attendons le grand final de Mania. Allez, pour le grand cinéma, c'est parti. Les crédits s'affichent. Voilà, à d'autres, la VVE, on vous connaît, on se fera plus avoir cette fois-ci. Le thème du Rock va retentir, on le sait tous. Ah ben non, quoi? Ah ben non, c'est fini, bon d'accord, voilà. Donc Cena gagne en partie grâce à Travis Scott. Les deux sont sur le ring, mais bon, pas de The Rock. Voilà, celui par qui le scandale est arrivé et que Cena n'a jamais jugé bon de nous expliquer, voilà. Bon, voilà. Bref, voilà, bon. L'évaluation du match, elle va être difficile, Elle va être difficile, je vous préviens. J'ai mis 2 étoiles et j'ai vraiment hésité à descendre encore plus bas. Je le reconnais, j'étais même pas loin des 1,5. Par où commencer? Voilà. 25 minutes d'une purge intersidérale. Encore pire que les purges qu'on a eues avec Roman Reigns ces 5 dernières années. Et de très loin même. Bien pire. Match d'une lenteur pachydermique. Des séquences interminables. Notamment avec des rest holds et des enchaînements de finishers sans réel impact narratif. Un Cena fidèle à lui-même et surtout à ce qu'il nous avait dit. Il voulait ruiner le catch. En effet, il l'a bel et bien ruiné. Il était lent, rouillé, hors de forme et boring au possible sur le ring. L'intervention de Travis Scott pour sa part n'a pratiquement servi à rien. Elle a été grossière et mal exécutée, voire grotesque. Son entrée a duré 3 plombes et a même réussi l'exploit de tuer le peu de rythme dont ce match disposait déjà. Le coup de ceinture pour gagner, franchement un move feignant au possible pour gagner un titre de champion du monde de la VVE dans ton main event de Mania quand même. C'est ultra old school et on n'a plus envie de revoir ça en 2025 quoi. Donc, même pas le moindre finisher, comme si Cena avait déjà épuisé tous ses crédits de double A durant le match. L'absence du Rock, bien évidemment, donc, est plus que déplorable et préjudiciable, et on a déjà l'impression que ce fameux heel turn du siècle du Chamber n'a servi à rien. Voilà, d'autant plus qu'il n'a toujours pas été expliqué 1 mois et demi après, et que l'on n'a plus jamais revu le Rock depuis. Même la perspective folle
de voir Paul Heyman, Seth Rollins et le Rock autour de Cena là en fin de show était envisageable pour avoir la fin de Mania la plus folle ever, prouvant alors le point de Rollins selon lequel la fin de ce Mania allait lancer peut-être le début d'un réel changement dans l'industrie du catch. Le public, quant à lui, qui se retourne quasiment contre Cody en soutenant Cena, est aussi un moment fort à souligner, contribuant forcément à un malaise dans la narration du match. Bien évidemment que des gens pourraient me dire « Oh mais arrête Sully, t'es pas assez patient là, tu verras, tout s'expliquera plus tard ». Voilà, Cena a fait exprès de mal catcher pour prouver son point, patati patata, voilà. Non, désolé, c'est le mini-event de Mania, tu te dois de présenter un match justement présentable. Là, on n'a quasiment rien eu à se mettre sous la dent. Je ne sauverai à la limite que la tentative de narration autour d'un futur heel turn de Cody, et encore, car Cody a quand même tout de même battu Kevin Owens en portant un crossroad sur une chaise à Saturday Night Main Event. Donc pourquoi hésiterait-il ici à le refaire face à quelqu'un qui l'a véritablement trahi quand même à l'Elimination Chamber? Donc en soi, franchement, ça n'a pas grand sens, je trouve. Enfin, on pourrait aussi parler des conditions dans lesquelles ce 17e titre historique a été remporté, dans la tricherie, l'overbooking et la fainéantise scénaristique. Voilà, cela enlève beaucoup de prestige à ce record, dont on parlait pourtant depuis tant d'années. Ric Flair effacé des tablettes était sans doute le seul but ici, et ce peu importe la manière. Rendez-vous compte, on finit quand même WrestleMania en passant de Cody Rhodes et Gunther à Jey Uso et John Cena en tant que champion suprême. Le downgrade est juste fou, et même si je sais bien que Cena va bientôt arrêter sa carrière, du moins je l'espère, on est tout de même probablement parti pour 8 mois d'un règne fade au possible, à base de non-catch, de rest holds, de 5 moves of dooms et d'overbooking dans des défenses de titres rares et d'une durée abominablement longue. Cody Rhodes va partir à la chasse au titre, là, tout comme nous autres sommes en train de chasser les œufs. On va bien se faire chier, et j'ai peur que la qualité du produit VVE même baisse sur les 8 prochains mois, juste à cause de la fin de carrière de Cena. Mais pas que, puisque de l'autre côté, ce sera pas non plus vraiment beaucoup mieux avec Jey Uso, pour être le visage de Raw. Voilà pourquoi donc, d'ailleurs j'ai titré sur ma vignette que l'avenir s'assombrissait, car je ne fais que constater les dégâts, et je m'apprête déjà à vivre des moments pénibles. Ce heel turn de Cena aurait pu être intéressant, d'une certaine manière, mais désolé, je vais pas attendre sans 7 ans que les choses avancent. Ça fait déjà pas loin de 2 mois qu'on attend quelque chose, et notre patience a ses limites. Cena veut ruiner le catch, qu'il le fasse, qu'il le ruine. Heureusement, il y a d'autres compagnies sur Terre, et si l'on veut profiter d'autres options. Heureusement qu'il y a des petites choses sympas en perspective qui peuvent survenir après ce Mania. Mais tout ce qui va concerner, je dirais, l'upcard risque de fortement me gonfler pendant plusieurs mois. Du coup, je vais particulièrement me pencher sur la midcard, la division féminine et les divisions tag afin d'essayer de trouver mon bonheur là où il est trouvable. On fera le dos rond jusqu'à la retraite de Cena, mais je vous préviens, ça ne sera pas facile de finir au pain noir et au jus de crasse pendant 8 mois. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec cette grosse review de WrestleMania, 1h30 à peu près. J'essaie de faire au mieux. J'espère que cette review vous aura plu et que vous aurez écouté jusqu'au bout. Évidemment, vous avez, comme d'habitude, tout à fait le droit d'être en désaccord avec moi. N'hésitez pas à liker déjà cette vidéo pour apporter votre soutien, et surtout donner votre avis en commentaire, ce que vous en avez pensé, vos tops, vos flops, votre avis général, et toujours, comme je le dis à chaque fois, dans la bienveillance, c'est le plus important. Le prochain rendez-vous, là je ne l'ai pas noté, ce sera normalement le 4 mai, donc ça sera 6 jours avant Backlash, le Backlash de Saint-Louis en Missouri. Donc bon, voilà, on voit déjà le poster avec la tête d'Orton, le serpent, enfin la vipère et tout. Bon, Orton, voilà, il y a peut-être une grosse chance d'avoir un Orton Cena dans le mini-event. Voilà, ça fait une affiche vendeuse. Par contre, in-ring, on risque de se faire chier si ça arrive, mais à mon avis, on va falloir s'y préparer à cette affiche. Là, quand même, il y a de bonnes chances. Bref, on verra bien. Donc, on se retrouve prochainement. Passez une très bonne semaine. Voilà, profitez bien de vos chocolats. Pas trop non plus, faites attention quand même. Voilà, regardez un maximum de catch. On va voir ce qui va se passer dans les weekly, la post-mania, qui sont toujours très attendus, avec des retours, des surprises, des nouvelles intrigues. Une nouvelle saison, a dit Triple H. Il laisse entendre même que des mecs comme Travis Scott, vont peut-être catcher. Voilà, bon, sans doute, à mon avis, là, Travis Scott, il paraît qu'il s'entraîne, donc on
On va avoir un truc, hein, peut-être en Arabie Saoudite. Bon, il va y avoir des choses qui vont pas être très très belles à voir. Hein. Malheureusement, ça va faire un petit côté Rodman, un petit côté Malone de WCW qui vont venir catcher là, en compagnie des Hogan, des DDP, etc. Ouais, ça va être on a hâte. Hein. On a hâte. Oh, ça va être beau. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Portez-vous bien. Passez une très bonne semaine. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas et plus que jamais. Vive le catch. Et zéro miedo. Ciao à tous.